Bienvenue sur FAI TV pour le briefing du Grand Prix de Malaisie. Vous avez pu découvrir sur FAI.com le débriefing du Grand Prix d'Australie hier. Vous pouvez toujours le visionner naturellement. Et là, on vous propose de présenter le Grand Prix du week-end prochain à Sepang, mon cher Yves. Et oui, et les enjeux sont clairs. Est-ce que McLaren va continuer à dominer Red Bull? Est-ce que Vettel va se reprendre? Etc. Enfin, Vettel, il s'est déjà repris en quelque sorte en course. Hein. C'est vrai que pour moi, l'intérêt, l'enjeu, c'est chez McLaren, en interne, Button-Hamilton. Si Button remet une claque à Hamilton comme en Australie, ça va peser lourd dans la suite du championnat. Tout à fait. Et dans l'ambiance aussi de l'équipe. Et je vois très mal Hamilton se résigner à jouer les seconds rôles. Donc j'imagine très bien une situation à la Jones-Reutemann, tu vois. Oui, où les pilotes se bouffent des points les uns aux autres, ou à la Piquet-Mansell par exemple. Voilà. Mais on n'est pas chez Williams, on est chez McLaren. Et je pense que chez McLaren, la gestion sportive de Martin Whitmarsh, quand même, elle est assez respectable. Alors Button-Hamilton, c'est très intéressant. Intrinsèquement, on a vu que sur un tour, Hamilton est vraiment un acrobate. Mais Jenson, la manière dont il a géré ce Grand Prix, c'était magnifique. Formidable. Et puis Hamilton, il doit gérer un tout petit peu sa vie privée. Parce que son problème, je te le dis ça parce qu'on est entre nous, c'est Nicole. Quand elle n'est pas là, il est perturbé. Quand elle est là, il est déconcentré. Et on pensait qu'il était débarrassé de Nicole. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Didier Cotton dans le garage, mais Nicole le retour. Oui, c'est fort embêtant parce que là, on a un Button qui est tout à fait serein, qui n'a plus rien à prouver parce qu'il a déjà son titre, qu'il a tant voulu. Et puis qu'il y a un entourage en béton, qu'il y a un équilibre autour de lui. Hein. C'est vrai que c'est ce qui manque un peu à Lewis. Bon, on va pas philosopher, disons, sur tout ça, même s'il y a matière à, certainement, parce que pour un pilote de F1, c'est vrai que c'est pas facile de gérer la vie privée, la vie personnelle et l'exigence permanente d'un rôle de pilote dans un top team de F1. Tout à fait, et comme quoi la vie privée a son importance et influe sur les performances d'un sportif. Bon, on verra ce que ça donne avec Lewis ce week-end. C'est un circuit très particulier, Sepang, Ziv, parce que on est par rapport à la Malaisie, à l'Australie, qui est effectivement un circuit atypique, un circuit en ville avec très peu de grip, très peu d'adhérence. Là, on arrive sur une vraie piste très sélective, des longs virages, des longues courbes. Il n'y a pas que de l'accélération et freinage comme à Melbourne. Et à nouveau, la clé, ça sera gérer la dégradation des pneus. Et là, à nouveau, je vois très bien Button tirer son épingle du jeu avec son style tout très coulé à la Prost. Je vois Button, je vois Vettel vraiment aux avant-postes à nouveau. On verra ce que Red Bull va faire en qualif. Ça va être intéressant de voir sur un tour si ils arrivent à aller chercher la quintessence de ce P0 sur un tour, parce que c'est ce qui leur a coûté peut-être la victoire en Australie, où en course, ils avaient quasiment le rythme des McLaren. Maintenant, McLaren, on sait qu'ils ont eu un problème ils ont un peu loupé leur calcul de consommation. Oui. Et ils ont levé le pied, ils ont géré la consommation depuis le 8e tour en course. C'est dire comme ils dominaient. Et ce n'est qu'après la safety car qu'ils ont pu se lâcher. Donc McLaren, ils en ont gardé sous le pied, c'est intéressant. Donc d'un côté, on a McLaren qui en ont gardé sous le pied et qui ont dominé le Grand Prix. Et d'un autre côté, il ne faut jamais sous-estimer Adrian Newey. Et comme Kuala Lumpur, c'est un circuit d'aérodynamique et tout ça, donc on risque d'avoir une belle bagarre à 4 en tout cas. On aura peut-être une autre hiérarchie qu'à Melbourne. En voyant aussi ce que Mercedes va faire sur un tour et sur la durée de la course, ce que Lotus va faire en qualif. Bon, ça va être très intéressant, en n'oubliant pas un paramètre considérable qui peut complètement brouiller les cartes, évidemment, c'est la météo. La météo, parce que c'est légendaire, il y a des orages à 16h à Kuala Lumpur, et donc toutes les équipes de Formule 1 font mine d'être étonnées chaque année, mais finalement on le sait, et donc ça donne toujours des grands prix à rebondissement, c'est chouette. Alors évidemment c'est des vrais orages, hein, c'est des pluies de mousson, ce qui veut dire que malheureusement aussi, généralement le circuit est détrempé et c'est drapeau rouge, ou safety car. Donc voilà, mais ça peut faire une course perturbée, ça dépendra des horaires. Enfin, la météo, ils annoncent quand même des orages. Ouais, c'est la saison. C'est garanti, voilà. Donc
Ça va donner une course passionnante en Bon, tout cas. je pars demain, j'ai pris mon parapluie. Donc Ah bah petite voilà. protection, hein. Donc, mais j'imagine que c'est pas la première fois que tu te retrouves en Malaisie. Raconte-nous un tout petit peu Mais c'est vrai que quelques bons souvenirs. Sepang, c'est un circuit, c'est le premier circuit moderne quoi, du 21e siècle, le premier circuit Tilke. Je me souviens en 99, la première année où on a couru là-bas, déjà en arrivant à l'aéroport, Kuala Lumpur International Airport, c'était gigantesque. C'était disproportionné. On s'est dit, mais ils sont fous, ces Malais. C'est une espèce de mégalomanie, c'est la folie des grandeurs. Et puis en y retournant 10 ans après, on se rend compte que le trafic aérien en Asie a augmenté de façon exponentielle et qu'à la limite, l'aéroport est déjà au bout de ses capacités. Donc c'était plus de la vision que de la folie des grandeurs. Sur le circuit, on peut presque dire la même chose. On est arrivé au circuit, pareil, c'est à côté de l'aéroport. Pareil, paddock gigantesque, les tribunes énormes, les garages climatisés. On s'est dit, mais ils sont fous. Et puis on était très contents que les garages soient climatisés ou la salle de presse après avoir passé 2 ou 3 jours dans le paddock parce que la chaleur et l'humidité est telle que c'est insupportable physiquement. Et puis, voilà, c'est un circuit où il y a une atmosphère, il y a une très belle réussite architecturale. C'est un exercice de style de Hermann Tilke. Tous n'ont pas été réussis. En plus c'est un vrai challenge. Il y a des virages très intéressants. Hermann Tilke a souvent été critiqué, mais celui-là, il est réussi. On ne peut pas cacher, en tout cas, les défauts d'une voiture sur Sepang. Il faut vraiment être dans le coup, il faut de l'aéro, il faut être bien en motricité. Enfin, ça va être intéressant de voir la hiérarchie. Moi, j'ai un souvenir du premier Grand Prix à Sepang en 99, Ziv, tu te souviens? Eh bien, c'est le retour de Michael Schumacher après s'être cassé la jambe, évidemment. L'accident de Silverstone. Et il revient pour aider Irvine à être champion du monde, ce qui était quand même un peu contre nature, ou en tout cas pas prévu dans le script. Et Michael revient, il a pas roulé depuis 3 mois en F1, il est convalescent, et il explose Irvine. Quoi. Il lui met quoi, une seconde et demie? Une seconde 2, une seconde 3 en C'est qualif. ça. Et en course, il se balade, et la Ferrari est loin devant, mais Michael survole le sujet. Il faut dire que le circuit, effectivement, très sélectif, très complet, et là on a un Michael Schumacher au sommet de son art, vraiment. Et là, Irvine, évidemment, c'était dur pour lui moralement. C'était dur pour lui, et puis c'est clair qu'à ce moment-là, il était encore plus clair pour tout le monde que c'était pas Irvine qui méritait de devenir champion du monde. Et puis, on a tous quand même poussé un ouf de soulagement quand Mika a été couronné. Parce que... C'est vrai que Michael, il s'arrête à l'arrivée pour laisser gagner Irvine en Malaisie, une fois n'est pas coutume quand même. Et donc Irvine se retrouve en tête du championnat du monde et voilà, en mesure d'être couronné. Un peu contre nature. Ouais. Ah oui, à Suzuka 2 semaines après. Et je me souviens, après les qualifs à Suzuka, où Irvine était 6e ou 7e, pas terrible, et Michael de nouveau bien mis, je vais interviewer Irvine après les essais, et je lui dis, Eddie, si tu es champion du monde demain, tu ne seras pas gêné un peu aux entournures de ne pas avoir fait une seule pole position de toute la saison. Ouais, bon, c'était un peu vache, hein, je reconnais. C'était un peu vache, mais c'est vrai que c'était pertinent parce que le téléspectateur veut voir un champion glorieux, un champion qui a plein de victoires, plein de pole positions. Et là, ça aurait été un tout petit peu à l'économie, n'est-ce pas? Un peu illégitime d'être champion du monde sans avoir prouvé une vitesse intrinsèque, parce que la pole, les qualifs, c'est quand même la vitesse pure. Il faut dire qu'à l'époque, Michael était à son apogée, c'était du grand art et que... oui, voilà, même quand Michael n'était plus là après l'accident, Irvine n'a pas, pas été au top. Hein, même Mika Salo a dû sacrifier une victoire pour permettre à Irvine d'être en tête du championnat. Donc, in fine, on était bien content que Mika Häkkinen soit champion du monde. Et voilà, j'ai été un peu vache avec Irvine à l'interview, mais il m'a répondu, je crois, c'est le dimanche que ça compte pour les points. Eh oui. Fair enough. Fair enough. Bonne réponse. Bon, allez, rendez-vous à Kuala Lumpur. On va tous regarder ce Grand Prix ce week-end. Et puis on en reparle la semaine prochaine, puisque j'aurai le plaisir de débriefer avec mon ami Ziv. Avec grand plaisir. À chaud, en quelque sorte, parce qu'on aura chaud, ça c'est sûr. C'est un plaisir.